À Tchibanga, le directeur général de l'École nationale d'administration est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province de la Nyanga. Quelques heures après, débutent les travaux du séminaire, le renforcement des compétences des agents publics. L'ENA, fer de lance de la modernisation administrative. Sous l'impulsion visionnaire de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, notre école, l'ENA, incarne plus que jamais sa mission stratégique, former, innover et accompagner la transformation de l'administration gabonaise centrale et décentralisée. Le contrat annuel de performance CAP 2025 qui lie l'ENA au ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités témoigne de cette ambition partagée, bâtir une administration performante. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, piloté par le ministère de la fonction publique via la direction générale de l'École nationale d'administration du Gabon, voit la participation des cadres et directeurs provinciaux, d'où la présence du gouverneur. Une initiative qui est à saluer. J'invite les participants à la dite session à y porter la meilleure attention possible afin d'en tirer profit au bénéfice de notre service public. Cette première journée a été marquée par deux exposés livrés respectivement par José Mbadinga et Adèle Sabine Gimbi sur les thèmes éthique et déontologie et le rôle de l'agent public dans l'administration. Organisée sous le thème « La médecine traditionnelle, c'est notre médecine », ne la diabolisez pas, la conférence que voici avait pour but d'édifier les populations sur le rôle que joue la médecine traditionnelle dans notre pays. En fait, mon exposé consistait à faire déjà la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine occidentale. Je disais que la médecine traditionnelle et la médecine occidentale sont toutes les deux des médecines à part entière, reconnues par l'OMS. Or, la médecine traditionnelle, qui est importante parce qu'elle nous a sauvés contre la Covid, et cette médecine-là est à l'origine des deux antipaludiques que le monde connaît, le quinquina. Animé par le docteur Henri-Paul Bourobou, il est question ici de donner une légalité à la médecine traditionnelle. La plupart de ceux qui font la médecine traditionnelle au niveau de la ville ou de la province, d'ici là, ils sont en train de mettre les statuts et règlements en fait que chacun ait ses papiers et puisse avoir une clinique. Donc c'est un sentiment de joie et il n'y aura plus de consultation traditionnelle dans des maisons. Donc c'est une joie pour nous, au moins ils vont être reconnus pour éviter de faire le désordre. La rencontre s'est achevée dans l'espoir que la médecine traditionnelle trouvera une place favorable dans notre pays afin de contribuer à la lutte contre plusieurs maladies. Quartier Poula, ici, les populations passent des moments difficiles. Manque d'eau potable, pas d'électricité, pas de facilité pour emprunter un taxi, des conditions qui malheureusement déstabilisent la vie paisible des populations. Même l'eau aussi. Parfois, on fait même 2 semaines, 1 semaine, on n'a pas l'eau. On préfère aller puiser maintenant l'eau dans la rivière là qui sont vers Libreville là-bas. Peut-être, comme on coupe souvent le courant, on coupe aussi le lait. Même de l'eau là, on fait peut-être 3 semaines ou 1 semaine, il n'y a pas de l'eau. Comment vous faites pour avoir de l'eau? Pour avoir de l'eau, obligé d'aller dans les rivières, souvent à Banyara, souvent à Mouti, on prend les taxis. Ouais. Ici, il y a les moustiques, quand il y a le noir, tout ça. Oui. Là, les demandes, peut-être on reste comme ça, on sent de l'eau, on ne sait même plus. C'est autour d'une rencontre que ces jeunes talents ont présenté au public leur art, dont la fabrication du masque pour nous. Ici, à la direction provinciale du travail, les autorités ont su apprécier ces œuvres. Comme vous savez déjà, le masque pour nous se distingue par sa coiffure élaborée, constituée de corps tressés. Mis à part ça,
la fabrication du masque Pounou, un travail qui nécessite beaucoup de concentration. Donc durant un mois, les enfants ont appris les techniques de sculpture. Donc ils ont appris à sculpter. Et j'ai appris aux enfants qu'on ne coupe pas du bois facilement comme ça. Il faut faire un rituel avant de couper du bois. Et c'est ce que les enfants ont appris. Donc non seulement c'est spirituel aussi, et en même temps ils ont appris aussi à sculpter. Donc ils ont appris toutes les techniques, et j'ai appris aussi aux enfants qu'il est plus facile à sculpter aussi avec le feu. Donc on a mis des outils au feu pour pouvoir faire des tresses et tout. Donc vraiment je suis très content, parce que normalement j'ai sculpté seul. Je ne voulais pas, lorsque les personnes venaient me trouver à la télé pendant que je sculptais, et je me mettais toujours à laisser. Et lorsque la personne partait, je me mettais souvent à sculpter. Donc pour la première fois que je sculpte à côté des enfants, vraiment c'est une grande joie pour moi de pouvoir transmettre cette connaissance aux enfants. La photo de famille est venue mettre fin à ce rendez-vous artistique. Les premières copies sont là. Après un long périple depuis Kinshasa, en passant par Beni et Goma, elles sont enfin distribuées à ces élèves en dernière année, sous surveillance armée. Ici, les élèves planchent sous le regard des encadreurs et du M23. Cette année, l'examen d'État n'est pas comme les autres. Dans plusieurs zones du Sud Kivu, les révisions se sont déroulées entre les bruits de balles, les incursions aux armées et les déplacements forcés. Malgré les épreuves, les élèves s'accrochent. Quand même, ça s'est bien passé. On a préparé, on s'est bien préparé et on est sûr qu'on va réussir. Le ministère de l'Éducation nationale congolais a annoncé plus d'1 million de candidatures cette année. Pour ces jeunes, accéder aux études supérieures laisse entrevoir l'espoir d'un avenir meilleur, loin de la guerre. Alors le silence s'installe, place à la concentration. Aux abords des salles d'examen, l'inspecteur provincial se montre aux côtés du représentant de l'autorité rebelle. Face à une logistique complexe, en territoire occupé, tous deux souhaitent assurer le bon déroulement des épreuves. L'accent est mis sur la sécurité et l'accès à l'examen pour tous. Les enfants en déplacement, je crois que les dispositifs sont pris, c'est-à-dire ils ont été autorisés de passer les examens partout où ils se retrouveront. Donc ils n'ont pas aussi à s'inquiéter. Dans la province voisine, les rangs se forment. Les malles bleues sont là aussi, avec les mêmes copies blanches, qui arrivent aux mains des élèves. Aux yeux du gouvernement, tout a été mis en œuvre pour que l'examen soit accessible à travers le pays. Nous ne pouvons que lancer un appel d'encouragement à tous nos élèves qui sont dans les zones sous occupation rebelle. Nous avons fait notre part. Tous les items ont été transmis à travers notre partenaire UNICEF. Et je pense que toutes les écoles, en ce moment précis, dans les territoires occupés, sont en train de passer aussi les épreuves comme ceux qui sont avec nous sur place ici à Beni. La correction des copies arrive à l'heure où l'accord de Doha entre le gouvernement congolais et le M23 devrait être mis en œuvre. Un terrain vague à l'aspect jaunâtre et stérile et surtout une zone empoisonnée. Cette décharge d'une ancienne mine d'or fait le malheur du quartier voisin Snake Park à Soweto en Afrique du Sud. Les habitants s'en plaignent, la poussière leur pique la gorge et les yeux, mais les enfants s'en approchent pour jouer au foot. Il faut un chercheur envoyé par une ONG pour confirmer la dangerosité du lieu. Celui-ci dégage un cocktail de matières toxiques, arsenic, plomb ou uranium. Quand vous respirez cette poussière, cela peut vous causer toutes sortes de cancers. Cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, des os. Mais cela peut aussi mélanger vos codes ADN et vos enfants naîtront avec toutes sortes de déformations. Nous trouvons beaucoup d'enfants avec des handicaps physiques dans cette communauté. Lily Stepp, une habitante du quartier, peut confirmer. Elle a adopté voilà 13 ans, une petite fille abandonnée. Okurle est atteinte de paralysie cérébrale. Elle ne peut ni marcher ni parler. Dans toute la maison ici, nous avons des sinusites et des problèmes avec nos yeux. Je porte même des lunettes. Pourtant, je n'en avais jamais eu besoin. À cause de la poussière, mes yeux sont affectés. J'ai maintenant des sinusites et je tousse continuellement. Okurle est asthmatique à cause de la mine. Elle a également un problème avec ses yeux
et aussi un problème de sinus. Et la pollution n'est pas seulement aérienne. L'eau qui traverse la zone minière est aussi gravement polluée. Le cours d'eau irrigue pourtant les terres cultivées par des locaux et les herbages où pâturent les troupeaux. En 2022, la mine a été rachetée par la société Pan African Resources. Celle-ci promet de nettoyer, mais pour le moment, seuls quelques panneaux de mise en garde ont été placés autour du site. La mine avait cette décharge depuis plus de 50 ans et nous arrivons en tant que MTR, une société de retraitement des résidus, pour dire « Nous avons acquis cet actif en 2022. Donnez-nous au maximum 10 ans, nous les retirerons complètement. » Plusieurs études indiquent un lien entre exposition aux métaux lourds et autisme. Et Baile Banseke, grand-mère d'un enfant autiste, y croit. Elle est membre d'une association locale qui a recensé plus d'une quinzaine d'enfants atteints de paralysie cérébrale et d'autres handicaps ou malformations. Je blâme notre gouvernement, car s'il s'occupait de nous, on n'aurait pas de tels problèmes. Maintenant, nous souffrons à cause de cette mine et parce que ce gouvernement est ignorant et ne vient pas nous aider avec ce problème. Les familles affectées reçoivent une aide, 2310 rands par mois, soit 113 €. Mais la somme est insuffisante pour les soins dont ces enfants ont besoin. De sources officielles, l'Afrique du Sud est polluée par plus de 6000 mines abandonnées. Plus de 2000 sont considérées à haut risque sanitaire pour les communautés avoisinantes.